Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de deux petits gars, Jason et Rémi, deux artisans passionnés. Ça va faire quelques années que je les suis et je me suis dit que quand ce sera le bon moment, je ferai leur portrait. Et là, c'est le bon moment. Vous allez voir que leur histoire et leur parcours, ça a du mérite. En fait, ils ont décidé de produire et de vendre un poêle à bois. Jusque-là, j'ai envie de dire, rien d'anormal. Mais, oui parce qu'il y a un mais il fonctionne également au granulé. Le bois, le granulé. C'est toi qui choisis. Et sans électronique, sans rien, sans toutes ces contraintes du monde moderne. Moi j'aime bien dire un poêle à branulé, du bois et du granulé. C'est moi qui l'ai inventé. Vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, je trouve que c'est une petite révolution. Je pense que cette petite merveille va faire parler dans le petit monde de l'autonomie et de l'habitat alternatif. Même les habitats pas alternatifs. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Allez, accrochez-vous, ça va chauffer. Ah, j'ai oublié un truc. Cette vidéo n'est pas un placement de produit ni une collaboration commerciale. Non, c'est juste un reportage et un portrait de gens passionnés et inspirants. C'est quoi l'histoire du poêle, l'idée de départ? À 19 ans, je suis parti à pied et sans argent dans l'idée de faire tout le tour de la France. Et quand je suis parti, à l'époque, il faut savoir que je jouais 17 heures par jour aux jeux vidéo. De l'âge de 16 à 18 ans, j'ai joué avec Nicolas. Ça, je le place maintenant, c'est important. Et quand je suis parti sur ma route, il a appris que je partais et il a décidé de me rejoindre. Et on a fait 8 mois d'aventure ensemble. Et quand j'ai arrêté, j'ai continué plus tard la route, encore une fois, donc à pied, sans argent et en parapente. Là, c'est là, je crois qu'on s'est rencontrés ou tu as dû entendre parler de moi. Et une fois que j'ai terminé ce Tour de France en parapente, j'ai décidé de partir en Tour d'Europe, cette fois-ci en van. Et un truc qui me semblait méga important, c'était d'avoir la capacité de pouvoir me chauffer, pouvoir cuisiner et apporter en fait ce truc que j'avais avec Nicolas, donc avec qui j'ai voyagé, qui était le feu. Tous les soirs, on se retrouvait au bord d'un feu de camp. C'est à ce moment-là que j'ai voulu installer un poêle pour pouvoir me chauffer, etc. Le jour où il a été installé, je lui ai donné un nom qui était Titou. Il a le nom de mon ami avec qui j'ai voyagé tout ce temps-là sur la route. Son pseudo, c'était Titou 333. J'ai décidé de faire en sorte qu'il n'y ait que 333 premiers Titou. Comment, à un moment donné, tu t'es décidé, tu t'es dit, il y a peut-être un truc à faire là-dessus? En fait, à chaque fois que je m'arrêtais à un endroit, que j'avais le malheur de laisser ma porte entrouverte, ma porte latérale de mon camion, s'il y a des gens qui passaient, ils s'arrêtaient en mode « Waouh, c'est quoi ça ?» Et à chaque fois que je sortais une vidéo sur YouTube ou une story sur Insta, etc., où on voyait le poêle, mais il n'y avait pas une semaine où j'avais pas 3-4 personnes qui disaient « Hey, mais c'est quoi la marque? Où est-ce qu'on peut le trouver ?» Et quand ils comprenaient que c'était moi qui le fabriquais, ils me disaient « Mais hey, mais tu peux pas m'en fabriquer un ?» À quel moment, toi, t'es arrivé, toi, Rémi? Moi je suis arrivé quand Jason est rentré de Finlande justement et il m'appelle, il me dit ouais je rentre et puis je vais créer ma boîte en faisant des poêles. 3 jours après je l'ai rappelé en lui disant ça fait 3 jours que ça me trotte dans la tête. Je dors pas. Je dors plus, quasiment plus, ça me saoule mon boulot, ton projet il a l'air génial, est-ce que ça te tente qu'on y aille à deux quoi? Puis il a fait ouais ok. Ça fait 2 ans là maintenant que je suis officiellement avec Jason dans l'entreprise pour pouvoir vendre Titou. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial ce poêle? Pendant des mois, j'ai cherché à avoir un poêle qui me convenait et j'en ai pas trouvé. Je trouvais ce que j'appelle que des boîtes de conserve. Une boîte en tôle fine dans laquelle tu ouvres la porte, tu mets du bois, ça chauffe mais ça rayonne à balle et il fait 30, 40, j'en sais rien dans l'habitacle. C'est étouffant comme chaleur et dès qu'il n'y a plus de bois, il fait froid. Et moi, j'avais rencontré pas mal de gens qui vivaient un petit peu dans des trucs nomades, etc. Ils avaient tous le même problème et quand tu vas te coucher la nuit, s'il fait -3, -6 dehors, tu finis par avoir du -2, -3 dans ton habitacle. Et moi, je voulais surtout pas ça. Et pourquoi tu as des trucs dans les oreilles? Parce que tout à l'heure, je bossais avec des machines, mais là, c'est vrai qu'il n'y a peut-être plus besoin de les mettre. En fait, je voulais pas cette fameuse boîte de conserve, donc il me fallait pour ça de l'inertie. L'inertie, pour t'expliquer rapidement, c'est tu crées de la chaleur, il emmagasine et il restitue dans le temps. Donc il est lourd, hein. Il fait 40 kg. À l'arrière, tu as une trappe, donc sur l'autre, elle n'aura pas cette tête-là, mais tu as une trappe qu'on peut enlever et qui nous permet de noyer toute la chambre de combustion dans 20 kg de sable. Ce qui te permet d'avoir en fait une courbe de chaleur qui est beaucoup plus régulière et facile à gérer en fait dans le temps. Le poêle aujourd'hui, tu le fais tourner pendant 30 minutes, 40 minutes et pendant 3-4 heures, il rend de la chaleur. Donc ça, c'est le premier point. Donc ici, il y a toute la vitre qui permet de voir la flamme. On est sur le principe d'un rocket stove. Un rocket stove, c'est faire rentrer l'air à un endroit donné, c'est-à-dire vraiment sur les braises pour forcer en fait le tirage et avoir une combustion quasi totale. Sur celui-là, on a 88% de rendement. C'est ce qu'on appelle aussi les poêles dragons. C'est souvent, on entend quand ils tournent bien et qu'ils ont leur rythme de croisière, ils font... À la différence d'un poêle normal, où tu mets tes bûches, il y a énormément de pertes dans la combustion, il y a de la fumée. Celui-ci, une fois qu'il est allumé, il n'y a plus de fumée en haut de la cheminée. Beaucoup de poêles
qui n'avaient pas déjà tous ces éléments-là, n'avaient même pas la possibilité de cuisiner. Donc moi j'ai voulu pouvoir cuisiner. Donc ici, tu as un petit four qui m'a permis de faire des calzones, des popotes, des cookies, etc. Et la possibilité aussi de poser sur le poêle de quoi chauffer, réchauffer, cuisiner, un petit œuf au plat, etc. Ça c'était l'idée de départ. Combiner la flamme, l'inertie, un bon rendement et pouvoir cuisiner. Et la polyvalence avec le double combustible. Si j'ai envie de me chauffer avec les petites brindilles ou le petit bois que je fends, ben je peux. Et si j'ai pas envie de m'embêter, ce qui m'est arrivé pendant un certain temps quand j'étais dans mon camping-car, ben je prends du granulé et ça chauffe aussi très bien. C'est là où il est unique, c'est que ça n'existe pas sur le marché. Tu comprends pourquoi depuis un petit moment je les suis les petits gars? Il y en a là-dedans. Hein. Bon, on a beaucoup parlé du Titou, celui qui a lancé l'aventure. Maintenant, on va s'intéresser à celui que toi, internaute, tu pourras t'offrir. Et tu vas voir que pour lancer la production des 333 Titous, Jason et Rémi, même s'ils n'ont pas beaucoup de thunes, eh ben, ils ont de l'imagination. C'est quoi Rémi ce truc là? C'est une soudeuse par point qui nous permet d'assembler cette pièce là. Voilà, c'est une machine qu'on a fait nous-mêmes. C'est avec un transfo de micro-ondes qu'on bidouille un peu pour le brancher à 2 grosses électrodes en cuivre qui permet que quand elle se connecte, ça fait un point de soudure en fait. Et donc voilà, donc une fois qu'on a fini de les pointer, on a notre pièce finie. Est-ce qu'on peut dire que cette entreprise est une entreprise développement durable? Ah bah recyclage à fond, hein. La carrosserie des micro-ondes qu'on a récupéré, ça c'est des tubes de récupération, tout ce qui est dedans quasi, c'est que de la récup en fait. Puis ça nous permet nous d'avancer, de faire des produits plus finis, parce qu'en fait en autre option de soudure, il y a le TIG, qui est le petit poste à souder que tu vois là-bas dessous, qui pourrait faire l'affaire dans un sens, mais qui serait beaucoup moins pratique et moins efficace aussi en termes de boulot. Enfin, du moins pour ça, parce que pour tout le reste, le TIG c'est le must. Mais ça consomme du gaz, etc. Alors que là, on en a pas besoin. Oui, alors que là, ça consomme, bon, on le branche, ça consomme de l'électricité. Mais après, il y a la presse. L'autre bon exemple de machine qu'on a fait nous-mêmes, c'est la presse hydraulique. Ouais, ça c'est un vérin hydraulique récupéré sur une pelle du paysan agriculteur du coin qui a dit « Oh bah j'en ai 2, il y en a un je me sers pas donc tu peux récupérer ». Là c'est le vérin, ici on a fait toute la structure. Après tu as tout le système hydraulique, donc j'ai dû apprendre l'hydraulique aussi, un truc que je connaissais pas mais j'ai dû apprendre l'hydraulique. Avec un moteur et un transformateur qu'on a récupéré. Le seul truc qu'on a vraiment neuf c'est les tuyaux, la manette ici qu'on s'est pas embêté à trouver ailleurs. Et elle presse 20 tonnes et elle nous permet de faire énormément de taf mais ça... on va te montrer. Elle, c'est Grosse Martine. Et pourquoi Grosse Martine? Je sais pas, c'est quand j'étais en train de la monter, et il est arrivé dans l'atelier, il a voulu l'appeler comme ça. Il va. Elle est là, elle est présente quoi. Il arrive, il fait « Oh ouais, on va l'appeler Grosse Martine !» Je lui dis « Ouais, mais Martine, c'est ma tante. » Et du coup, pendant qu'il était en train de la souder, comme un petit furet, je suis arrivé, je l'ai marqué, et il s'en est aperçu après. On s'est bien marré. J'ai fait un coutelier il y a pas très longtemps. Oui. C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que ça m'interpelle autant. Mais on appelle tous nos trucs, ils ont tous des noms, nos trucs. On va lui montrer. On montre? On montre? On montre. Et c'est les matrices que j'ai inventées pour... On a celui-là qui permet de faire les œilletons. Là-dessous, là, tu glisses la plaque en cuivre et ça sort l'œilleton. Voilà. Tout ça pour ça. Juste pour faire ça, avant, je mettais un quart d'heure, 20 minutes. Ah là, 2 secondes. Voilà. C'est prendre le temps de faire ce genre de truc pour gagner du temps. 1, 2, 3. Punaise. Et alors donc ça vient là, comme ça, autour. J'ai conçu ce petit chargeur qui sera coincé lui dans l'étau. L'idée c'est, je mets mon truc en laiton, je fais mon trou. Quand j'ai terminé, j'ai juste à faire tac, il tombe, j'en remets un prochain, je remets mon truc, je perce, tac, il tombe, etc. Et ainsi de suite. Ce tiroir là, on vient, on met une tôle ici, une tôle là, tout est soudé, j'ai plus qu'à enlever. Toujours au même endroit, toujours de la même manière. Donc déjà on peut pas se louper, ça nous permet de gagner du temps et de sortir un produit qui est de meilleure qualité quoi. Pour des artisans, vous êtes en train de vous industrialiser. Ah ben là, ouais. Un minimum, on est un peu obligé, parce que le problème, si on était resté en mode de fabrication comme il a fait son tout premier, il a mis 2 semaines à le fabriquer. Et là, 2 semaines, à combien il faut qu'on le vende pour être rentable? On les vend pas. Petite pause, autopromotion. Si vous voulez voir d'autres portraits de gens passionnés, passionnants et inspirants, il y a un lien dans le descriptif où vous pourrez voir d'autres portraits. Si vous voulez soutenir la chaîne, et ça c'est très important si vous voulez que l'aventure voyage continue, je ne vous demande pas de pognon. Pour ça, je me démerde. Je vous demande juste un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Si en même temps vous voulez soutenir la chaîne et en même temps vous voulez soutenir Tibrasier, rien de plus simple, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, sur les forums, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout.
Ça, c'est des éléments que moi je faisais à la main sur le premier prototype. On est sur du carré de 8. On en a 9 comme ça sur le poil et on en a 3 qui sont tout simplement carrés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est capable de faire. Hein. Et vu qu'on ne se rend pas encore compte de toute la charge de travail qu'on va devoir faire, on les a fait sous-traiter. Et là, je tiens 4 €. 4 €. Donc voilà. Et donc voilà. Là, il y a toutes les pièces pour monter 10 titous. Voilà, c'est les 10 prochains titous. Ils sont là. L'idée, c'est de monter combien de poils par jour, par semaine? Comment ça va se quantifier? Alors, si on se fie à la théorie, on est censé monter un poil en 8 heures. On est censé. En optimisant tout comme on est en train de t'expliquer avec les gabarits, avec certaines choses et tout. Après... Mais on sait tous dans l'artisanat que ça se passe jamais comme prévu. C'est ça. Tu vois cette belle machine, on l'a eu en enchère, la première fois que je faisais ça. Et la toute première que j'avais pour faire le premier titou, elle est là-bas. Ça s'appelle l'évolution. Et cette machine, on l'a bénie. Toi, c'est ton job, toi, c'est ta formation, toi. Métallerie, ferronnerie, c'est ça. Le travail du fer, parce qu'avec le fer, on peut tout faire. Ouais. Moi, j'ai travaillé principalement que dans le fer et après j'ai été pendant 15 ans on va dire ouvrier, enfin en comptant la formation, mais pendant 15 ans ouvrier dans le métier du fer jusqu'à que l'autre Ostrogo m'appelle et me dise hey, je vais faire des poils et que je me lance avec lui. Voilà, bon ça reste du fer, hein, c'est la même chose mais pas dans le même domaine. Toi, tu as un CAP sur le tas? Moi, les seuls diplômes que j'ai, c'est en menuiserie. Mais après, pour voir si le savoir que j'avais en forge, en soudure, etc., valait quelque chose, parce que j'avais encore l'idée un petit peu qu'on nous ancre que sans diplôme, on n'est rien. Je suis allé chez un ferronnier du coin en disant, bon ben voilà, je veux travailler et je veux savoir si ça vaut quelque chose dans l'entreprise. Et en fait, je lui ai étalé mes couteaux et le mec, il m'a dit, ben écoute, tu viens et tu m'apprends à forger. Quand il a vu mon travail, il m'a dit, ben viens, on t'embauche. Et je suis resté bosser chez lui depuis 3 mois. C'est quoi les grosses difficultés quand on veut se lancer et qu'on veut faire un poil? Les normes. Les normes. Parce que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est un produit qui fait des flammes et comme beaucoup de choses qui font des flammes, c'est extrêmement normé, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Et donc, il faut se conformer aux normes européennes. Et donc, pour ça... si on veut dans les règles. Oui. Après, n'importe qui pourrait faire une boîte de conserve, la vendre en disant que c'est des poils. Après, et ça existe. Et alors là, le problème, c'est que derrière... zéro assurance. Zéro assurance, quoi. Et puis, bon, le retour de bâton peut être violent. Admettons, la maison de la personne brûle à cause d'un défaut électrique ou même si c'est pas du tout à cause de titou. Les assurances avec un poil pas aux normes chez les personnes pourraient dire ah bah nous vous aviez un poil pas aux normes, on vous assure plus. Donc non, nous on a préféré faire les choses comme il faut, même si ça demande un travail phénoménal et beaucoup plus de difficultés. Et ben en fait un poil aux normes c'est l'assurance qu'en termes de sécurité tout va bien, qu'en termes de pollution, parce que maintenant dans les normes il y a aussi toute la réglementation au niveau pollution, c'est pas un poil qui pollue plus que ce qu'autorisent les normes. Le test de sécurité par exemple sur Titou qui a été fait, c'est du bois compressé, ils font tourner le poil, ils le font chauffer mais comme il faut pas le faire tourner comme ça pour voir s'il n'y a pas des déformations, s'il bouge pas, s'il n'y a pas la chambre de combustion qui fond, s'il n'y a pas, enfin toutes ces choses-là. Même poussé dans ses derniers retranchements, tout va bien, il assure la sécurité de l'utilisateur en fait. Je crois, Jason, que tu as été convoqué dans le bureau du grand patron de l'homologation? Alors, nous avons été convoqué oui et non, mais le grand patron de l'homologation est venu nous voir en disant les gars, je vous rendez pas compte de ce qu'avait sorti. Il est venu nous serrer la pince en mode waouh, bravo. Il y a des boîtes, pour pas citer les marques, des grosses boîtes qui ont 30 ans d'expérience qui amènent des poils qui ne passent pas les normes. Et pourtant qui viennent avec des ingénieurs, plein d'ingénieurs, avec des équipes au complet, et ils nous ont dit là on est bluffé pour un petit truc artisanal. 88% de rendement, j'aime bien le répéter, et classé A en termes de pollution, quoi. En fait, sans électricité, on a les mêmes performances que les poêles à granulés qui sont gérés électroniquement. Là, ça mène le petit sourire, quoi, quand un mec dit. C'est lui qui nous a permis de nous rendre compte que là, le produit et les milliers d'heures passées dessus valaient la peine. Ça, c'est le résultat final. Vous êtes super content, mais on en a discuté plein de fois ensemble. Hein. C'est ça, c'est le parcours du combattant, en fait. Rien que pour avoir les informations. On a essayé de savoir quelles sont les normes. C'est impossible à savoir. Une fois qu'on les a trouvées, la lecture, toi, tu as passé quoi? Un mois à essayer de les comprendre, c'est même pas la peine. C'est un calvaire. Et les laboratoires français, donc ça c'est une partie que Rémi s'est pas mal occupé, c'était, si vous voulez une information, c'est un service payant, et même quand on s'est dit, tant pis, on paye le service payer, parce qu'il faut qu'on on n'a eu avance. personne.
Et c'est pour ça qu'on est parti en Belgique. Ben là, on est tombé sur des gens aussi passionnés que nous. Donc on est en termes de conversation, c'était des gens passionnés qui essayent de faire en sorte qu'un projet aboutisse ensemble. Et franchement, sans eux... Et surtout, vu que c'est des passionnés qui n'ont pas eu peur de voir un produit qui sortait de la norme. Parce que Titou, en fait, beaucoup de labos que j'ai pu contacter, quand je leur ai envoyé un peu les dossiers, que je leur ai montré notre projet, ils ont dit « Oh mais c'est quoi ça? On connaît pas !» Et on sentait tout de suite la peur c'est mince, c'est quelque chose de nouveau, on connaît pas, oups. Et en fait, c'est la différence avec le labo en Belgique où eux, au contraire, ça les a intéressés. Ils ont fait « Waouh, c'est trop bien, c'est nouveau, machin, comment on peut faire ?» Ouais, genre on veut être les premiers, quoi. Ouais, si votre truc est aussi bien que vous prétendez, on veut être les premiers à être capables de l'ouvrir. C'est ça aussi au niveau feeling qui fait que c'est vachement bien passé avec eux. Puis bon, les Belges sont sympas, quoi. Là, c'est ouvert, avec le poids, avec la gravité, tac. Quand il vient là, il est entièrement fermé. On vit un moment historique ou pas? Là, ouais, la finition du dernier prototype qui nous valide tout pour être sûr que tout va bien. Le nom de votre boîte s'appelle? Petit Brasier. Ça, c'était une idée de Rémi. Alors au début, c'était de dire petit brasier, mais moi, ça me plaisait pas. On a fini par le contracter, donc c'est un petit brasier. Et il y a Titou aussi, petit brasier. Est-ce qu'il y a de l'émotion et du stress là? Non, on a passé d'autres phases bien plus stressantes que ça, juste avant. Notamment la semaine en Belgique à passer les normes au labo où on a sué Ouais. On a sué. On aura deux rapports, un sur le granulé, un sur le bois. Le premier rapport qui va tomber sur le granulé, je peux vous dire que s'il tombe en étant valide, là, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer, quoi. Ça fait 3 ans qu'on se les bouffe en attendant. Il me tarde. Là, par contre, c'était une semaine stressante, ouais. Ouais, on a eu des sursauts de... Oh, purée, ça a fait ça toute la semaine. Ouais, genre, ouais, c'est trop bien. Oh putain, on va pas passer. Oh, c'est trop bien. Ah non. C'était la semaine qui nous validait des années de travail avant. Donc c'est là, il y avait de la pression. Et bon, ça c'est bien fini. Là, il y a eu des larmes. et il y a eu les larmes de soulagement. C'est le moment où il y a Rinat, donc le mec qui était là pour nous faire passer les tests, où il sort le dernier rapport comme ça et il le lit. C'est bon. Et boum, on a un poêle à bois. Oh là c'était un soulagement. Ça me remet. Là, ça, par contre, ouais. Tu parlais des émotions, là j'ai les frissons. Question, tous ces matériaux-là, vous les achetez bien évidemment en Chine? Tout ce qui est tôle, c'est 45 minutes de chez nous. Cuivre et laiton, c'est à 2 heures d'ici. Le verre, c'est quoi? C'est dans le nord? Le verre, c'est en Normandie, je crois. Les charnières, c'est à 45 minutes juste à côté de ce fournisseur-là, donc on peut tout récupérer en même temps. La découpe laser des tubes, 2h30 d'ici, un truc comme ça. Gravure, c'est nous qui le faisons. Assemblage, c'est nous qui le faisons. Le formage de plein de pièces, c'est nous qui le faisons aussi avec les matrices. La majeure partie de tout ce qu'il y a dessus, de toute manière, est au pire en France. Mais sinon, c'est 2 à 3 heures d'ici. Après, le seul truc pour le moment, c'est la provenance même de l'acier. Ça, on la connaît pas. On a essayé de leur demander. Mais en fait, ça fluctue tellement avec le marché que eux se servent au plus offrant, quoi. Il y a des trucs où on a été contraints. Il y a quelques éléments qui sont accessoires, qui sont made in China. On n'arrive pas à faire autrement. Genre la manique, on s'est dit, oh, je vais faire fonctionner un de mes anciens partenaires de quand j'étais sur la route, lui faire les maniques sur mesure, made in France, etc. Il y a des normes sur ça aussi. C'est quoi une manique? Tu sais, c'est un petit carré de tissu. Vu que là, la poignée, elle serait chaude, on serait obligé de fournir quelque chose avec lequel il ne se brûle pas. Ça fait partie des accessoires obligatoires comme le goupillon de ramonage, comme la petite raclette pour nettoyer les cendres. La dernière chose c'est pas faute d'avoir essayé, c'est la casserole qui va aller dans Titou. Là, on a essayé de plein de manières différentes de la faire nous-mêmes, de voir en France à pouvoir l'acheter, à faire machin, mais là, c'est trop compliqué. On n'a pas le temps pour l'instant. Titou est 100% français. Voilà. Il y a quelques accessoires qui seront de toute façon mentionnés. Cette transparence avec nos futurs clients. Oui, puis il n'y a pas de tabou. Hein. C'est des choses qui pour l'instant sont comme ça, que plus tard, quand on sera lancé, qu'on aura un roulement, on pourra prendre le temps de chercher et de faire mieux, de faire français, de faire local. Vu que tout est obligé d'être sur mesure par rapport à Titou, la casserole c'est du sur mesure normalement. On a l'entonnoir, c'est pareil. Là on est obligé de prendre, c'est du made in China pour le moment, inox. On a essayé de le faire par des Français pour nous dégager du temps.
Et l'entonnoir, ça serait 150 € l'entonnoir. Donc 150 €, nous, pour nous en sortir avec les charges et tout, c'est un truc qu'on est obligé de doubler le prix. 45% c'est le minimum, donc on va pas vendre un entonnoir 300 €. Si on veut se lancer et pouvoir mener à terme le projet et qu'il se développe bien assez rapidement, Qu'on coule pas avant. qu'on coule pas avant de se lancer, En fait, c'est une histoire de compromis, les gars, c'est ça? il n'y a pas le choix de toute façon. Il y a des trucs qu'on serait capable de faire, hein, mais c'est juste au niveau financier, comme on vient de le dire, il faut pas qu'on coule avant d'avoir commencé. Là, vu que je viens de le brosser, je vais de suite aller chercher de la graisse pour pas qu'on ait à le refaire dès demain, parce que sinon, avec l'humidité et l'oxydation de l'air, il va se repiquer très rapidement. Une fois que la graisse est mise, c'est bon, il n'y a plus de problème. Il peut rouiller là, vu que l'acier est à nu et décapé, blanchi là, tu vois, comme ça. Mais une fois graissé, en fait, la graisse fait une couche de protection, comme un culottage de poêle acier, par exemple. Une fois que le culottage est fait, ça fait une couche protectrice sur le poêle, ce qui nous permet d'éviter les peintures. Parce qu'on s'est renseigné au tout début, le problème des peintures, avec la chaleur, elles dégagent des fumées ou des solvants avec lesquels elles sont fabriquées. Quand il y a un poêle ou une cheminée ou un insert qui est vendu, souvent il y a un premier allumage qui est vendu avec, parce qu'ils le font tourner à fond pour essayer d'évacuer le maximum de toutes ces vapeurs, des fumées qu'il va y avoir en chauffant. Et nous, on a fait le choix de pas avoir ce produit chimique en plus, surtout quand on vise des petits habitats quand même. Donc on préfère quelque chose de naturel, brut et juste huilé. Là, on l'a vu avec le premier Titou, on l'a sorti au bout de 2 ans. Il y avait de la rouille, c'est rien, c'est superficiel. Bon, un coup de brosse, il va être regraissé et c'est reparti. Bon, je dis pas, hein, vous le laissez 6 ans au fond du jardin, il va prendre cher, mais comme un véhicule en fait. Lui, je pense pas me tromper en disant que si j'en fais un pour moi, mes petits-enfants l'auront aussi, quoi. Ça, c'est juste de l'huile 100% végétale. On a fait un mélange pour qu'elle dure plus facilement dans le temps et se conserve mieux. Et ça, quand tu as un poêle comme ça, en fait, tu le fais régulièrement? Pendant les périodes hivernales où tu le chauffes, où il chauffe tout le temps. Au moins une fois par mois, au moins. Hein. Quand est-ce qu'il a à vendre, ce produit? Cette année. Il y a encore des réglages, des ajustements et des choses à faire. On préfère prendre du temps pour se préparer maintenant Et le faire que bien. quand on sera dans le rush, genre on part sur des bonnes bases pour après lancer un truc propre. Idéalement pour nous, avril-mai, et sinon, on vous tiendra au courant. Ah, c'est trop... Eh ben moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Là, l'idée de vous montrer le poêle dans cet état-là, il part et il a cette tête-là, mais il va changer d'apparence. Il va se brunir, il va noircir, il va se patiner, et c'est un poêle qui va vivre. Donc pour moi, c'est vraiment important de filmer maintenant quand il sort, on va dire, d'usine, et comment il va se transformer plus tard. Et le parterre, hein. Dans l'atelier, tu as Titou 1 et là, tu as Titou 2. C'est celui qui a passé toutes les normes avec lequel on est parti en Belgique. Mais maintenant, on va pouvoir lui dire au revoir. On garde le premier modèle qui a passé les normes. Si jamais on a un problème avec un client, on pourra dire mais attendez, on a encore le modèle qui nous a permis de passer les normes. Regardez ce qu'on est en train de créer. Il respecte exactement le même process, quoi. Et voilà. Là, ça c'est un poêle qui a été graissé et il y a le culottage qui a été fait dessus. Et le modèle qui sort, lui, d'usine et qui n'a pas encore eu l'occasion de chauffer. 3, 2, 1. Hop, 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 hop. Avant de continuer, il faut vous dire quelque chose de très important. Installer un poêle à bois dans un véhicule aménagé, si vous ne respectez pas certaines consignes, comme par exemple l'aération ou avoir un détecteur de monoxyde de carbone, ça peut être dangereux. Très très dangereux. Sachez aussi qu'aucun poêle à bois n'est homologable en VASP Caravane. Ça n'existe pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez installer un poêle à bois dans votre véhicule aménagé, vous ne pourrez pas passer l'homologation. Pareil pour les assurances. Si vous avez le moindre problème, adieu indemnisation. Ça peut aussi, dans certains cas, être un problème au contrôle technique. Maintenant que vous êtes au courant des risques et des conséquences, on peut continuer ce reportage. C'est vraiment pour tout ce qui est habitat alternatif, tout ce qui est yourte, tiny house. Il y a des chalets aussi, ça peut très bien aller dans des petites cabanes dans les arbres ou même dans des appartements ou même dans des plus grandes maisons en chauffage d'appoint. Par exemple, en fonction de la classe énergétique de la maison, donc de l'isolation de l'habitat dans lequel il va être mis, il peut chauffer jusqu'à 60-80 mètres carrés si la maison est vraiment très bien isolée, classée A en fait. Le poêle Titou, comment ça marche? On charge le bois ou le granulé par le tube chargeur. Devant, on a une entrée d'air, ouvert, fermé selon le combustible. L'air rentre par là, il passe par ici, dans la chambre de combustion. Et le circuit, c'est un U, tout autour du four.
et qui est noyé dans le sable et qui après l'air est recraché. On chauffe le sable pendant un certain temps et le sable restitue la chaleur. Donc au lieu d'avoir une courbe d'un poêle basique qui est juste en tôle, ouah, il fait super chaud, hop, il n'y a plus de bois, il fait froid, ben là on a un truc qui monte progressivement, qui tient dans le temps, qui descend petit à petit. Donc là tu as la petite goupille qui permet de déverrouiller, hop, l'entrée d'air. L'idée c'est que le poêle là pour le moment il est froid. Et donc pour initier le tirage, on va prendre un petit allume-feu. Alors moi sur la route quand j'étais en Finlande, je prenais de l'écorce de bouleau parce qu'elle contient énormément de paraffine et ça fait super bien le job. Avant ça, on va couper parce qu'on a oublié de mettre la cheminée sur le toit. Ça va mieux marcher avec la cheminée ouverte. Hop là, je le prends, je le pousse. Donc là, on l'a pas avec nous, mais on fournit une petite tirette métallique. Là, tu vois la flamme, vraiment, elle est attirée au fond. Donc là, on est sur une vitre auto-nettoyante. Donc elle s'encrasse un petit peu, mais une fois que ça chauffe, elle est censée se nettoyer si la combustion est bonne. Bon, pour ça, il faut du bois sec, du granulé sec, etc. Je prends du bois, donc à peu près de cette dimension. Hein. L'idée, c'est que c'est de la petite brindille qui chauffe très fort, très vite, pour que lui, il puisse accumuler la chaleur. Faut pas le mettre en force. Ça bloque, on pousse pas. Donc on a tout le bois qui est ici devant maintenant. Puis maintenant, je vais juste allumer mon petit allume-feu. Hop, je vais pouvoir fermer mon arrivée d'air. Je la réouvre avec le petit loquet. Donc ici, l'air, il peut passer. Je peux ouvrir le petit œilleton. Que ce soit au bois ou au granulé, il y a un fonctionnement différent. Au démarrage, on ouvre tout au bois. Une fois que ça a pris, on ferme toutes les arrivées d'air. Et en fait, l'air est automatiquement aspiré par le dessus. Ça évite tout retour de flamme et tout retour de fumée. Ah voilà, là on commence à avoir le départ de flamme. Là. Tu vois, il y a même de l'humidité. L'acier à l'intérieur, il y avait de l'humidité. Ah bah c'est un premier lancement. Hein. Ah ouais, quand ça part, ça part. Hein. Ah bah ouais. Oh, c'est beau. Ouais, puis là, il n'est pas encore chaud. Oui. Quand il chauffe, au bout d'un moment, ça fait... On a un petit poêle qui ronronne en fait. C'est le douchant de Titou. Maintenant qu'il est à peu près lancé, on va déjà fermer l'œilleton. Au bout d'un quart d'heure, il dégage de la chaleur. Au bout d'une demi-heure, on pose plus du tout la main sur le poêle et là, il arrive à température. Dans son lancement, tu as deux zones. Tu as les zones de rayonnement qui sont la vitre à côté de la chambre de combustion et le tuyau qui vont rayonner de la chaleur très vite. Et après, tu as toute la masse qui va prendre le relais et qui, dans le temps, va fournir la chaleur, mais à plus long terme. Ce bois, au fur et à mesure, va descendre. Tout simplement par gravité. Là, avec ce chargement-là, on est sur du 5-6 minutes. C'est pour ça que le bois, c'est contraignant, il faut être à côté. Quand tu es au granulé, on était sur combien Le granulé, c'est approximativement 20 minutes. Après, c'est pareil, ça dépend du tirage qu'il y a, ça dépend de... Il y a plein de paramètres, mais c'est des moyennes. Quand on tourne au bois, une fois qu'il est lancé, on ferme l'œilleton, on ferme l'arrivée d'air primaire, et comme ça, on est tranquille. C'est pour ça qu'il ne faut pas bourrer le bois comme des fous, parce qu'il faut qu'il y ait toujours de l'air qui puisse passer entre. Comparé au granulé, où vu que le granulé, il prend toute la place dans le tube chargeur, alors il faut une arrivée d'air par le bas. Une fois que Titou a atteint sa chaleur max et qu'on arrête d'alimenter en bois, combien de temps ça tient? 3-4 heures, selon l'isolation, l'inertie de la pièce. Pour la partie cuisine, du coup, on a le four, où il y aura les casseroles à la dimension prévue pour Titou, qui permet de faire ces petites potées de légumes. On a déjà fait des cookies. Le four monte en température max jusqu'à 300 degrés à peu près. Et après, sur le dessus, on a cuit des œufs sur Titou. On s'est fait un petit... Enfin, dans une poêle sur Titou. Oui, pardon. On peut faire réchauffer son thé. Une seule production de chaleur, on fait tout en fait. Après, pour pas décevoir les gens, la cuisson sur le poêle, c'est pas là où il est le meilleur parce qu'il faudrait le faire tourner à fond. Et vu qu'il y a le sable empêche que tout le poêle en soi rayonne et chauffe ultra fort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au granulé. Petite grille en inox. Il y a des rails en fait pour la glisser. Elle sert à quoi cette grille? C'est pour récupérer le granulé. Donc, ouais, très bien. Ça, c'est pour éviter d'en mettre partout. Chose à savoir, cette manipulation là qu'on vient de faire, ne pas la faire quand le poêle est chaud. C'est mieux. En termes de sécurité, pour pas se brûler, toutes ces choses-là, normalement on ne le fait pas, mais c'est un tournage, donc là, voilà. Tu vois l'allume-feu là? La flamme va être attirée contre le granulé. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer. Sur le même principe que le bois, on laisse la grille d'arrivée d'air primaire ouverte pour qu'il ait une meilleure aspiration au début, et l'œilleton. Et après, une fois qu'il sera lancé, on ferme la grille en bas et on laisse l'œilleton juste ouvert aux 2/3. Puis là, tu peux venir voir la flamme. Et vous laissez pas la couper au-dessus? Ah non, c'est juste pour l'aide au chargement en fait. Ah ben voilà, ça c'est de la flamme. Et puis là, tu l'entends. C'est son premier allumage et il commence effectivement déjà à se patiner. Là, c'est la zone qui chauffe le plus. L'acier commence à brunir et à se patiner, à prendre sa couleur. Là, il y a encore des différences parce que c'est son premier allumage, c'est normal. Vous pensiez que cette vidéo touchait à sa fin? Que nenni! Eh ben en fait non. Parce que les garçons, vous l'avez compris, ils ont le sens du détail. Et du développement durable. Bienvenue dans le grand atelier bois. Ça, c'est le premier essai du coffre bois. Donc, il n'y a pas tous les éléments. Il manque les targettes avec les cadenas et les charnières. L'objectif, en fait, c'est d'éviter tout ce qui est carton, tout ce qui est polystyrène et choses comme ça pour l'envoi. Une fois que vous le recevez, que vous l'avez ouvert, vous êtes content, vous avez installé votre Titou chez vous. Si jamais vous voulez
Hop, un joli meuble pour installer votre Titou, ranger votre bois dessous, vos petits accessoires, choses comme ça. Ça sert de coffre à jouer pour vos enfants, enfin vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et si toutefois vous voulez pas la garder et que ça vous embête chez vous, vous la débitez et vous avez de quoi vous chauffer pendant wow, ça vous offre quelques chauffes quand même. Ouais. Ouais, quelque chose. L'idée, c'est de faire du durable. Parce que ce qui s'offre aujourd'hui à nous en termes d'envoi, c'est des palettes surtraitées très souvent. C'est de l'emballage carton ou polystyrène ou plastique ou ce genre de choses. Le seul truc qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'on va être obligé de le mettre sous film plastique pour tout ce qui va être intempéries, envoi longue distance, etc. Pour pas que le poêle soit trop amené à être exposé à de l'humidité, air salin s'il est envoyé hors de la France, etc. L'idée, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est pétrole, etc. le plus possible et plutôt matière noble réutilisable. Vous avez pensé à tous les gars. On dirait pas comme ça, mais ça cogite en fait. Exactement. Et surtout, vous essayez d'avoir... d'être cohérent en fait, jusqu'au bout quoi. On est comme ça en fait. L'idée, c'est qu'on travaille et qu'on soit content de notre travail. On a essayé d'adopter la démarche de nos concurrents, d'être le plus bas possible, etc., etc. Et en fait, ça a dénaturé totalement notre travail. On était là en mode, ah ben là, on va mettre de l'acier moins épais. Là, on va pas mettre ça. Et en fait, nous, on perdait le goût du travail. En plus, on aurait fait un produit moins performant, moins résistant, moins réparable. Et en fait, on se dit, ben, on préfère avoir un produit plus cher sur lequel on peut se permettre de prendre ce temps-là, en fait. Ben ça fait partie de ce choix-là aussi. Bingo. Qu'est-ce qu'on vous souhaite les gars? Que ça marche. Ouais, faites ça, ouais. 1 million de dollars. Ah, parce que vous cherchez à être riche? De vivre correctement, dans des bonnes conditions. Pouvoir se tirer un salaire, déjà ce sera cool. 3 ans, moi ça fait 3 ans que je suis au RSA là. Ouais. Donc tous les mois je mets 250 € pour 200 à 250 € pour investir dans la boîte et le reste je me démerde à vivre avec. Là ça commence à être lourd. Si on arrive déjà à se tirer un SMIC, on sera content. Ouais. Pour commencer. Ça veut dire que les gens qui ont le RSA, c'est pas que des bons à rien. Rémi va là c'était la fin là. J'y arrive le mois prochain. Voilà là donc il faut absolument que ça sorte. Moi j'avais encore mes droits Pôle emploi vu qu'avant je travaillais dans une entreprise quoi. Mais là c'est mon dernier mois de Pôle emploi et le mois prochain va falloir. Voilà. Il est vachement moins détendu là. Bah clairement, moi déjà, il n'y aurait pas eu Pôle emploi, j'aurais pas pu passer 2 ans à monter l'entreprise, faire tout le développement qu'il y a derrière, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Pour ça, on a énormément de chance en France d'avoir ça, quoi. C'est une opportunité, c'est une chance. Ça nous permet de créer quelque chose derrière, pas juste de se glander sur le canapé, donc non, c'est cool. D'ailleurs, quand j'en parle à des grands patrons qui sont en mode bah tu fais quoi, t'es au RSA, mais tu fais ça, bah, ils sont pas en mode ah t'es au RSA, tu fais chier. Non, je sais pas combien qui m'ont dit bah, je suis content de contribuer à ça et que ça serve à des gens comme toi qui essaient de se lancer dans ce genre de truc là. Je pense que c'est une petite boule de neige quoi. On fait ça, puis peut-être qu'on va pouvoir créer de l'emploi et peut-être aussi transmettre des valeurs et des choses comme ça qui vont permettre que d'autres aussi se permettent de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas. Ah, ça fait peur, hein. Après toi t'as un parcours plus atypique, t'étais plus habitué à ce style de vie on va dire. Moi qui étais toujours salarié, ce genre de choses, quand t'es salarié c'est un confort phénoménal. T'as pas pensé à toutes les choses, tu dis bah quoi qu'il se passe j'ai mon salaire qui tombe, tout va bien. D'un coup passer de l'autre côté, bah ouais ça fait peur ouais. Ça fait peur mais c'est chouette. Donc c'est chouettement peur. Je paye mes impôts en France et je suis bien content de cotiser pour ces gens-là. On parlait dans ton dos. Quelle bande de bâtards. Alors, comme d'habitude, vous attendez impatiemment que je vous annonce le prix? Eh ben non. Pour la simple et bonne raison, c'est que Jason et Rémi, au moment où je mets en ligne cette vidéo, ils sont en train de l'établir. Et pour avoir été dans la confidence, eh ben c'est compliqué pour eux. Ils lancent leur entreprise, le prix des matières premières n'est jamais le même, et puis derrière, faut pas l'oublier, il y a quelques années de recherche et développement. Le reste, je vous passe les détails. Une chose est sûre, c'est que le prix, il sera pas au ras des pâquerettes. Non. En même temps, est-ce qu'on peut comparer Titou à un autre poêle? Non. Faut bien comprendre quand même que c'est pas un produit, comme un iPhone par exemple. Non. On est sur un poêle, au-delà de l'aspect technique, il y a aussi l'éthique derrière. Tout ça pour dire que certains parmi vous, quand ils vont découvrir le prix, ils vont se dire ah ouais, c'est cher. Si t'as bien regardé cette vidéo, en fait, c'est pas si cher. C'est un investissement pour la vie, pour la vôtre, et peut-être celle de vos petits-enfants, ou de vos héritiers, ou de celui à celle à qui tu donneras ton poêle avant de partir. Sans tomber dans le nationalisme insupportable, en achetant ce poêle, vous faites vivre des artisans passionnés avec le maximum de fournisseurs locaux et des fournisseurs français. Oui monsieur, vous savez où va l'argent. Si vous vous arrêtez au prix, c'est que vous avez rien compris à la vidéo. La qualité et l'éthique, ça a un prix. Toutes les informations sur Tibrasier et Titou
sont dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez voir d'autres portraits, chatouillez les algorithmes en mettant un petit like, un petit commentaire, et ça c'est très important. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Un grand merci à Jason et à Rémi, et aussi à Valérie et à Eric qui m'ont rempli de joie et de bonheur pendant mon petit séjour. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Allez, à plus, salut, ciao. Donc, in English, nous vendons à l'international. Monde entier? Non, non, international juste. Mais non, mais parce qu'on Bon, parle... déjà, si vous pouviez en vendre un, après, on verra si vous vendez. Alors, franchement, alors à l'intérieur du four, regarde, là, il y a ça. Tu l'as vu?